Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut les cinéphageux et cinéphageuses, bienvenue dans cet épisode particulier de la 36e chambre du cinéphage, puisque cette fois-ci nous n'allons pas parler longuement d'un film en particulier, mais nous allons rendre hommage à un grand nom du cinéma asiatique qui nous a quittés récemment. Donc ce ne sera pas un épisode exhaustif, analytique, comme nous avons l'habitude de faire, mais plutôt une discussion passionnée et nostalgique sur cet homme qui est Sonny Chiba. Voilà, le grand Sonny Chiba qui nous a quittés il y a quelques jours, paix à son âme. Sonny Chiba, donc, un grand acteur japonais, principalement connu pour ses rôles dans des films d'action et d'arts martiaux, mais il n'a pas fait que ça, comme on en parlera tout à l'heure. Voilà, il est né sous le nom en fait de Sadao Maeda en 1939. Ensuite, il a été connu sous le surnom de Shinichi Shiba, puis Sonny Chiba. Maintenant, désormais, tout le monde le connaît en fait sous le nom de Sonny Chiba. Sonny Chiba, donc, avant d'être comédien, il a étudié différents arts martiaux, tels que le judo, le Shaolin karaté, on appelle ça le Shorinji Kempo, le kendo, le karaté, bien sûr. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Sonny Chiba est le disciple d'un grand maître d'arts martiaux, connu sous le nom de Mas Oyama, dont le véritable nom est Masu-Tatsu Oyama, et qui est une légende des arts martiaux, étant donné qu'il y a eu un film, si je ne me trompe pas, coréen, qui a été fait il y a une quinzaine d'années sur ce personnage, appelé Fighter and the Wind, donc un biopic pas forcément recommandable, mais il y a eu un biopic récemment sur Masuyama. Et Sonny Chiba, surtout, a interprété Masuyama dans les années 70, dans une série de films qui comprenait entre autres Karate Bullfighter et Karate Bear Fighter. Donc je vais laisser la parole à Ayoan. Qu'as-tu à dire en fait, ce qui est intéressant donc, sur sa genèse, on va dire, c'est que à la base, il se destinait à une carrière sportive. Il était même pressenti pour rejoindre l'équipe olympique du Japon. Et en fait, c'est un accident, une blessure au dos qui l'a contraint à y renoncer. Et en fait, c'est en entrant à la fac que en fait, il s'est intéressé. Il avait pratiqué déjà, d'après ce que j'avais compris, un peu les arts martiaux, mais effectivement, sa rencontre avec Oyama qui a été déterminante par la suite. Et ce que je voulais rajouter, c'était que en fait, il était passionné, il s'était déjà intéressé au cinéma depuis le lycée, notamment en fait en voyant beaucoup de westerns. Et en particulier, il y en a deux qui m'ont énormément marqué. C'est L'Homme des Vallées Perdues de George Stevens, donc western qui revient souvent en plus, j'ai l'impression. Shane qui revient souvent en plus dans les films, les cinéastes et les acteurs qu'on a évoqués, que ce soit ici sur la 36e chambre du cinéphage ou même Monsieur Bobine, c'est un film qui revient souvent en fait. Et le second, c'est bien sûr Aïnoun, aka Le train sifflera 3 fois de Fred Zinnerman, et il dit que c'est parmi les films qui l'ont le plus marqué dans son amour du cinéma. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sa carrière a pris un tout autre tour parce qu'à l'époque, je crois que c'est la Toei, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Toei ou la Niketsu, je crois que c'est la Toei. Oui, la Toei qui en fait, en gros, a été à la recherche en fait de ce qu'on appelle des new faces, des nouveaux talents. Et en fait, il avait postulé en parallèle justement de ses études justement d'arts martiaux. Et à l'université, en fait, c'est comme ça qu'il avait été choisi. Et en fait, il a enchaîné par la suite pas mal de tokusatsu, de films même en lien avec cet univers-là de super-héros. Je pense qu'un type comme Fabien Moreau,
en parle beaucoup mieux que nous dans son livre Kaiju, Envahisseurs et Apocalypse, ainsi que dans l'interview qu'il avait pu faire avec le regretté Sonichiba à Japan Expo. Oui, c'est vrai qu'il y a des films comme Golden Bat, par exemple. C'est ça. Et en fait, il y a cet événement-là donc il y a ce début de carrière qui est important chez lui, puisqu'il tourne aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Et en fait, là, il va faire une rencontre déterminante, donc justement pour le tournage de la saga Le Policier Vagabond, avec un cinéaste qui va être très déterminant par la suite. On peut même dire que c'est un de ses acteurs fétiches, qui est Kinji Fukasaku. Et l'ironie étant que Kinji Fukasaku tourne son premier film à ce moment-là, donc Le Policier Vagabond, et c'est aussi le premier rôle en tête d'affiche de Sonichiba. Donc en fait, ils vont devenir très vite de grands amis, très liés et tout. Sonichiba racontait qu'ils passaient souvent des vacances ensemble, etc. Enfin voilà, donc c'était vraiment des amis très proches, et en fait leur carrière va s'entremêler, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, le grand tournant qui va avoir lieu, c'est au début des années 70, lorsque justement il y a le phénomène Bruce Lee qui débarque aussi au Japon. Et en fait, Sonichiba, la Toei va proposer en fait ça. C'est vraiment les années 70, son heure de gloire en fait. C'est là où il va vraiment enchaîner ses meilleurs films en tête d'affiche et tout. Et le premier, vraiment le film qui va, c'est Street Fighter. C'est le film Street Fighter, et c'est à partir de là qu'il va incarner beaucoup des anti-héros charismatiques, et en même temps une ambiance très cool, très décontractée, qui en fait en sont très attachants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement les Street Fighter étaient pensés à l'origine comme une réponse au film avec Bruce Lee, et Sonichiba raconte qu'il s'était rendu à Hong Kong pour rencontrer Bruce Lee, qu'il admirait énormément, et il était mort 2 jours avant. Et en fait, il disait que ça l'avait rendu triste, parce que lui rêvait de faire un film avec Bruce Lee, justement, parce qu'il admirait et tout. Et en fait, donc c'est à partir de là que, comme je disais, à partir de Street Fighter, qu'il va enchaîner en fait ces films qui vont en faire une star au Japon, et en même temps chez un certain public, notamment américain. Et il faut savoir que c'est Bob Shaye, le patron de New Line Cinema, qui avait eu en fait l'idée justement que Shinichiba s'appelle Sonichiba à l'international. À partir de ce moment-là, c'est là qu'il avait pris le nom justement de international de Sonichiba. Et donc il va enchaîner tout un tas de films, donc certains sont pas mal des perles, et en parallèle il va faire justement en fait il va permuter ses projets perso d'action, sa collaboration avec Kinji Fukasaku, et en même temps il va lancer un truc qui va être extrêmement important, qui s'appelle la Japan Action Club, qui était une école qui avait pour but justement à la fois d'aider les jeunes interprètes à jouer, à être des acteurs, mais en même temps à être d'excellents cascadeurs et acteurs d'action. Et donc ce qui fait qu'en fait il va avoir il va créer sa renommée à la fois en tant qu'acteur, mais en même temps en tant que transmission de savoir. Et en fait, je pense qu'il y a deux personnes qui sont très importantes, 3 personnes qui sont très importantes dans la famille Sonichiba, qui vont devenir un peu sa famille de cinéma, et qu'on va prendre beaucoup de plaisir à retrouver au fur et à mesure des films. C'est Hiroyuki Sanada, que les plus jeunes connaissent pour ses participations internationales, que ce soit sur des grosses productions genre Avengers Endgame, ou des séries genre Westworld, etc., et même dans des gros films style Le Dernier Samouraï, etc., mais qui en fait a démarré sa carrière étant enfant, à l'âge de 5 ans, avec Sonichiba, et dans un film, je crois que c'était La Grande Menace, si je ne dis pas de bêtises, on va me corriger si ce n'est pas le cas, et qui justement est devenu son élève le plus célèbre. Et puis tu avais Etsuko. Il y avait Etsuko Shiomi, en fait, qui est un cas unique, quasiment unique dans l'histoire du cinéma japonais, puisque c'est, on peut dire, la seule star de films d'arts martiaux féminines au Japon. C'est-à-dire que voilà, il y a eu des stars d'action, des femmes stars de cinéma d'action au Japon, hein, genre par exemple Meiko Kaji avec les Lady Snowblood ou les Sasori. Avec justement a tourné Sonichiba. Oui, on y reviendra. Mais Meiko Kaji n'était pas une artiste martiale. Alors que Etsuko Shiomi, comme le disait Yohan, a été formée au Japan Action Club, et ensuite a eu de nombreux premiers rôles, notamment dans une série qui est un spin-off de la saga Street Fighter qui s'appelle Sister Street Fighter.
qui est très recommandable hein, si vous voulez vraiment de la baston pulp, voilà, décomplexé, avec vraiment ce côté voilà, violent, mais à la fois léger et funky, ça qu'on peut apprécier dans les productions Toei des années 70. Et d'ailleurs, Sonic Chiba joue dans Sister Street Fighter, notamment dans le premier, où il joue le rôle en fait, du mentor de Itsuko Shiomi. Ensuite, voilà, Sonic Chiba et la Japan Action Club ont formé bien d'autres artistes martiaux, acteurs martiaux, comme par exemple Kenji Oba, qui est l'interprète de Space Sheriff Gavan, qu'on connaît en France sous le nom de XOR. Mais voilà, de toute façon, beaucoup d'acteurs cascadeurs des séries Tokusatsu de la fin des années 70, des années 80, ça, ont été formés par le Japan Action Club. Par exemple, je pense à une actrice qui est Yukari Ushima, qui est une comédienne, artiste martiale qu'on voyait dans Bioman, Sae Bioman, et qui ensuite s'est fait connaître, non pas au Japon, mais principalement à Hong Kong. Elle a joué dans de nombreux films du genre Girls with Guns. Elle a aussi tourné avec Sammo Hung, qui a un peu été son second mentor après Sonic Chiba, notamment dans des films comme Shanghai Express. La Japan Action Club a finalement une grande importance sur le devenir du cinéma d'action japonais et asiatique en règle générale au tournant des années 80. Et sinon, à Sonic Chiba, on en parle beaucoup donc, par rapport à ses rôles d'action, donc voilà, les films martiaux tels que The Street Fighter, mais d'une certaine façon, ce n'est qu'une partie de sa carrière, puisque Sonic Chiba, contrairement à un Bruce Lee qui était à 100% un acteur d'arts martiaux, qui n'a été connu finalement que pour des rôles combattants et des films où il montrait voilà, ses prouesses physiques, Sonic Chiba, il y a de nombreux films avec lui dans lesquels il ne se bat pas. Par exemple, des films de Fukasaku qui lui donnent des rôles plus dramatiques, dans lesquels il excellait. Hein. C'était un très bon acteur avec par moments une grande intensité dans son jeu. Je pense par exemple à un film qui se nomme Shogun Samurai, qui est une fresque, même si c'est très romancé, mais on va dire une fresque historique assez complexe, dans laquelle Sonic Chiba joue le rôle un personnage légendaire de l'histoire de la pop culture japonaise, qui est Jubei Yagyu. Et là, son interprétation de Jubei Yagyu est très intense. Et voilà, il a un jeu très émotionnel dans ce film, notamment lors de la dernière partie où le film devient une véritable tragédie. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est bien sûr grâce à la mise en scène de Fukasaku, mais aussi par rapport à la performance dramatique de Sonic Chiba. Mais de toute façon, Sonic Chiba était souvent excellent dans les films de Fukasaku, et comme le disait Johan, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Par exemple, un autre grand rôle de Sonic Chiba, à mes yeux, c'est dans Deadly Fight in Hiroshima, qui est le second volet de la saga des combats sans code d'honneur, qu'on appelle aussi la saga des Yakuza Papers, dans lequel joue Meiko Kaiji, dont on parlait tout à l'heure. Et dans ce film, voilà, Sonic Chiba, il joue une petite frappe, un yakuza vulgaire, violent, inculte, totalement méprisable, qui a vraiment des accès imprévisibles d'ultra-violence, et il le joue avec une jubilation en fait qui est communicative, en plus avec un look pas possible, vraiment voilà, ce film est vraiment très très recommandable. C'est un grand film de gangster, c'est peut-être le meilleur volet de la saga des combats sans code d'honneur, à mon avis, et c'est aussi du grand Sonic Chiba. Et d'ailleurs, ce rôle a été interprété quelques années avant le fameux The Street Fighter, à une époque en fait où on voyait que Sonic Chiba commençait quand même à construire un pur personnage de fiction, qui est celui de Takuma Uteri Tsurugi, le personnage de The Street Fighter, voilà, qui est de brute, psychopathe, sans aucune morale, enfin un anti-héros absolu en fait. Ce personnage, c'est que de la violence. Et on peut considérer que dans Deadly Fight in Hiroshima, il répète un peu en fait ce qui sera encore plus flamboyant dans The Street Fighter, mais il y a beaucoup de films de cette époque où on a du proto The Street Fighter. Je pense par exemple à un film comme Yakuza Wolf de 1972, qui est une sorte de variation de Yojimbo, on va pour simplifier à l'extrême,
qui se déroule dans les années 70 dans le milieu des Yakuza, et dans lequel, pareil, Sonic Chiba il joue un personnage qui est moralement indéfendable. Et mais par contre là, du coup, on voit que il joue pas toujours de la même façon le même genre de personnage, comment dire. On peut dire ça, c'est-à-dire que dans The Street Fighter, voilà, il va grimacer, il va rouler les yeux, il va avoir un côté extrêmement baroque dans son jeu. Alors que par contre dans Yakuza Wolf, il va jouer un personnage voilà, à la limite de la psychopathie, mais avec beaucoup plus d'intériorité et un côté finalement monolithique, mais avec plein de micro-subtilités dans son jeu. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un acteur qui avait un immense talent martial, un gros charisme, c'est ça, mais aussi un jeu un registre beaucoup plus étendu que ce qu'on pourrait finalement considérer à première vue. Et puis il faut rappeler qu'en fait il a eu la chance énormément dans les années 70 de tourner en plus avec Sonic Chiba avec vraiment les meilleurs artisans qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est Kazuhiko Yamaguchi, donc notamment sur un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Wolf Guy, qui est très fun et tout, donc sur une sorte, pour faire très simple, c'est imaginer un peu un pitch à la X-Men mais en version beaucoup plus rock'n'roll et pop. Oui, c'est un film qui change de genre toutes les 20 minutes. En fait, c'est constamment imprévisible, c'est totalement fou et bis, mais c'est génial. C'est génial et tout. Ou même avec Noriyumi Suzuki, ou même bien d'autres grands noms. Et en fait, ce qui, moi, m'a de plus en plus... ce que je trouve génial, c'est qu'aussi il a permuté avec la réalisation de seconde équipe. Parce qu'on oublie un peu souvent, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui réalisait une grande partie des scènes d'action en plus d'être chorégraphe, notamment à partir des années 80. Notamment que ce soit dans des films comme Les Chevaliers de l'Apocalypse ou toutes les productions Kadokawa, donc avec Kinji Fukasaku. Et je voudrais en revenir sur un en particulier. C'est pour beaucoup, c'est un de ces derniers vrais grands film en tout cas d'artisan et tout auquel il a participé, c'est le fameux Shogun Shadow qui avait été fait justement à la fin des années 89 et qui est justement auquel il a réalisé toutes les scènes d'action en fait du film, qui sont parmi certaines les plus spectaculaires qui m'a été donné à voir, qui est une variation en fait autour des 7 samouraïs, mais plus en mode film de commando, qui est un film très attachant et tout, et qui en fait a des scènes notamment de combat, notamment que ce soit des combats au katana ou que ce soit le climax final avec des explosions et tout, qu'il a supervisé en grande partie, qui sont juste extraordinaires, et lui est ultra charismatique dans le rôle du bad guy en fait. Donc voilà, c'est pour vous dire, voilà. Et d'ailleurs oui, ce film, on peut dire, c'était clairement une réponse japonaise au cinéma de Hong Kong de la même époque, des années 80. C'est-à-dire que le cinéma de Hong Kong s'était vraiment démarqué par ces cascades ultra spectaculaires, voire quasi suicidaires, on pourrait dire. Vraiment un sens du spectacle qui n'avait aucun équivalent à l'époque. Et le but justement de Shogun Shadow, c'était de réactiver le genre du Shambara, du film de sabre japonais, et de le moderniser en fait en prenant en compte l'énergie du cinéma de Hong Kong. D'ailleurs, dans le film, il y a une sorte de personnage, si je me souviens bien, de sorte de simili-moine Shaolin, en fait, qui se bat comme un personnage des films de Hong Kong. Pareil, il y a des cascades, genre par exemple, avec des cascadeurs qui prennent feu. Oui, littéralement. Même des chutes de chevaux, en fait, qui sont une violence, mais des pauvres chevaux, ils en prennent plein de museaux. Non, mais c'est hallucinant comme film, c'est hallucinant, dans le bon sens du terme, hein, je précise. Et puis, en fait, il faut dire aussi une chose, c'est que en fait, c'est la fin des années 80 qui a marqué la fin, on va dire, de la Japan Action Club, puisqu'ils avaient, pour fêter les 20 ans, ils avaient travaillé pour fêter les 20 ans de la Japan Action Club, ils avaient tourné un film donc avec tous, hein, c'est-à-dire qu'il y avait Hiroyuki Sanada, Etsuko, Kenji Oba et tout. Et en fait, ils avaient justement tourné un film sur un film d'aventure qui, justement, j'ai perdu le titre, mais qui s'était planté, et que Sonic Chiba avait réalisé, et ça avait enclenché le film sur la chasse à l'ours. C'est ça, voilà. Et oui, alors j'ai un ami qui se reconnaîtra et que je sais qui me le conseille très souvent. Pour lui, c'est un des plus beaux films de tous les temps. Il faudrait que je le voie. Et apparemment, en fait, c'est l'échec de ce film-là qui a entraîné la fin de la Japan Action Club, et ce qui était super ironique, parce que justement, c'était Yellowfang, c'est ça, et qui en fait était justement un film qui était prévu pour les 20 ans de la Japan Action Club et qui ironiquement a signé la fin de ce studio en fait. Et c'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises,
que Sonichiba est parti tenter une petite carrière aux États-Unis qui s'est pas spécialement. Oui, il a fait quelques directs DVD dans des petites productions de vidéoclubs américaines. Il y en a pas qui me reviennent à l'esprit, mais si, il y a des choses comme Immortal Kombat, par exemple. Et Aigle de Fer 3, ça vous donne le niveau, quand même. Ouais, Aigle de Fer 3, c'est clairement pas la meilleure période de sa filmographie, puisqu'ensuite, à l'époque, il fera un petit passage à Hong Kong pour tourner dans des films de Andrew Lo. Donc bon, c'est pas le meilleur cinéaste en activité à Hong Kong, notamment dans un film comme Storm Riders. Storm Riders a eu son importance finalement dans l'industrie hongkongaise, dans l'histoire du cinéma hongkongais, comme que c'était une sorte de prototype de blockbuster bourré d'effets spéciaux numériques qui avait vraiment un aspect très très différent des films beaucoup plus artisanaux qui se faisaient à Hong Kong à l'époque. Dans ce film, Sonichiba joue le rôle de Xiongba, donc le grand méchant, mais au final, mis à part Sonichiba, encore une fois, qui est écrasant de charisme dans ce film, le film ne présente qu'assez peu d'intérêt. D'autant plus que les deux comédiens principaux sont loin d'avoir le charisme de Monsieur Shiba. À un tel point qu'à la fin, quand j'ai découvert le film adolescent, j'étais dégoûté de voir Sonichiba se faire fumer par ses deux endives, alors que ça doit être le méchant, mais il est tellement plus digne, charismatique, tout ça. Et en fait, donc il va connaître, c'est le tournant, le dernier grand tournant de sa filmo qui va le remettre sur le devant de la scène, c'est la rencontre avec un de ses plus grands fans qui est Quentin Tarantino. Alors il y a deux choses, on pourrait dire à leur propos de leur relation. La première fois, c'est qu'il y a un hommage qui lui est rendu directement au début de True Romance, donc où justement tu as le personnage joué par Christian Slater qui veut voir la trilogie Sonichiba au cinéma, la trilogie Street Fighter au cinéma. Et puis bien évidemment il y a Kill Bill. Alors l'anecdote d'ailleurs sur comment il a été engagé, elle est très touchante. En fait, c'était parce que Sonichiba depuis les années 90, si je dis pas de bêtises, était installé aux États-Unis. Et en fait, donc une première fois, Quentin Tarantino étant un gros fan de Sonichiba et Fukasaku, cherchait à aller voir. Il était allé une première fois à la rencontre de Kenji Fukasaku. Et en gros, donc ils se sont revus à l'anniversaire qu'ils avaient organisé pour, je crois, si je dis pas de bêtises, Kenji Fukasaku, mais chez Sonichiba, mais avec Kenji Fukasaku dans sa résidence de Los Angeles. Et Quentin Tarantino arrive donc dans la résidence de Sonichiba à Los Angeles pour son anniversaire, et il n'a pas de cadeau. Et Sonichiba lui dit, mais t'as pas de cadeau? Qui est déjà très honnête, puis il lui dit, mais j'ai un cadeau pour toi, je vais t'offrir le rôle dans mon prochain film. Et donc j'avais trouvé ça très très touchant, et en retour c'est Sonichiba, il a appelé Keiji Oba pour lui dire est-ce que tu veux m'accompagner sur Kenji. Et c'est vrai que ce moment c'est une séquence très courte, puisqu'on le voit guère plus de 5 minutes, mais c'est un très beau moment. Voilà. Et là encore avec Sonichiba, encore une fois il irradie l'écran de son charisme. Et donc en fait c'est ça fait partie des films qui vont au moins refait découvrir aux jeunes générations de spectateurs. Et ensuite, il a pas mal, en fait, il a continué à tourner. Bon, il a même fait une apparition, pour vous dire, dans Fast and Furious Tokyo Drive. Mais il a continué à tourner et tout. Et puis, il a été venu il regrettait, en fait, il avait deux regrets. Il disait, lorsqu'il était venu à la Japan Expo de 2016, puisque il disait que ce qu'il regrettait, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de relève au niveau des stars du cinéma d'action au Japon, et il regrettait aussi que le gouvernement japonais n'aide pas en fait les interprètes justement de cinéma en général. Et qui regrettait qu'il n'ait pas en fait que le gouvernement japonais n'aide pas en fait les interprètes, puisqu'il expliquait que 70% des interprètes de cinéma au Japon n'arrivaient pas à vivre de leur passion, en fait, de leur métier. Et Teoji Permute, ce qu'il aurait aimé, c'était justement qu'il y ait une prise en charge par rapport à ça. En fait, il disait que son rêve, à ce moment-là, c'était qu'il rêvait de tourner des films en Europe. C'était un de ses rêves et tout. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais malgré tout, j'ai envie de dire que, vu l'héritage, la pression filmographique qu'il a eu, l'héritage qu'il laisse, il n'est pas prêt de s'arrêter. Il finira que au vu de son impressionnante filmographie, son héritage continuera de perdurer encore très 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 longtemps, aussi bien chez les fans de films d'action comme que nous sommes, et aussi bien chez les fans de bons films tout court. Voilà. Et donc pour terminer, juste conseiller quelques films avec Sonichiba qui semblent dignes d'intérêt, mais
pour le coup, ce sera pas exhaustif parce qu'il y a vraiment beaucoup de films qui sont super cool dans sa filmographie, mais juste voilà un petit panaché de bon, si vous connaissez pas très bien Sonichi Shiba, ben voilà quel film regarder. Donc pour le coup, on a bien sûr parlé de la trilogie de la trilogie Street Fighter, en fait, qui est son œuvre la plus culte et son personnage le plus mythique, hein, le fameux psychopathe Takuma Tsurugi ou Terry Tsurugi. Mais à côté de ça, bien sûr, faut voir les films de Fukasaku tels que Deadly Fight in Hiroshima, de la saga des combats sans code d'honneur. Après, dans ces films avec Fukasaku, il y a aussi celui dont on parlait précédemment, qui est Shogun Samurai. Donc voilà, s'il y a deux films de Sonichi Shiba avec Fukasaku à voir en priorité, c'est ceux-là, mais il y en a plein d'autres en fait qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Ensuite, dans les rôles pré-Street Fighter, il y a aussi des choses à voir. Donc, dans le film dont je parlais tout à l'heure aussi, qui est To the Wolf, de même aussi, a tendance à conseiller du moins les deux premiers volets d'une série du début des années 70, qui est la série des Kamikaze Cop, qui me semble, ça se nomme aussi Yakuza Deka, mais c'est à vérifier. Qui, pour le coup, Sonichi Shiba, il n'est pas encore dans son registre en fait de tueur impitoyable. Ce sont des films d'action avec un registre beaucoup plus léger, beaucoup d'humour, un côté voilà léger, funky, pulp, très 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 plaisant. Ce sont de très sympathiques divertissements, les Yakuza Wolf. J'aurais tendance à conseiller. Puis ensuite, voilà, dans la filmographie de Sonichi Shiba, on parlait bien sûr tout à l'heure de Norifumi Suzuki. Alors de Norifumi Suzuki, j'aurais tendance à dire qu'il faut voir son film Shaolin Karaté, donc sur l'inventeur du Shorinji Kempo, qui est peut-être le film d'arts martiaux traditionnel le plus réussi de la filmographie de Sonichi Shiba parmi ceux que j'ai vus, qui est un film qui est très étonnant puisque il joue comme souvent d'une sorte de grand écart paradoxal entre une sorte de sagesse, d'humanisme qui pourrait faire penser à proportion gardée à des films de Kurosawa, mais avec malgré tout des explosions de psychopathie et d'ultra-violence qui sont peut-être pas forcément compatibles avec ça, qui viennent plus pour le coup de la saga de Street Fighter, et le mélange des deux est assez détonnant, et surtout voilà, c'est vraiment très bien réalisé par Norifumi Suzuki, qui était un excellent artisan et qui a fait aussi un autre film d'arts martiaux tout à fait remarquable avec Sonichi Shiba dans un petit rôle qui se nomme Raging Fire, dans lequel cette fois-ci c'est un élève de Sonichi Shiba, Hiroyuki Sanada, qui tient le rôle principal, et qui est un film très intéressant étant donné que le cinéma hongkongais des années 80, voilà, façon les films d'action finalement contemporains, urbains, avec Jackie Chan, genre les Police Story, tout ça, on peut voir le film de Norifumi Suzuki, donc Raging Fire, comme une sorte un peu de film qui annonce un peu ce genre de cinéma qui n'existait pas forcément sous cette forme à l'époque. Et franchement, c'est ça à voir, c'est un régal, c'est super fun. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, je suis en train de parcourir la filmographie de Sonichi Shiba et je vois plein de titres. Voilà, mais celui-ci il est trop bien et tout, et on voit pas. Voilà, il y en a beaucoup. Allez, si, il y a des trucs comme Hunter in the Dark du Hideo Gosha, parce que c'est toujours bien de voir du Hideo Gosha, etc. Je vais m'arrêter là parce que là, on est en train de se perdre dans un vortex. Donc voilà, Johan, si tu as quelque chose à ajouter. Juste continuer à voir ces films. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, tout simplement. Oui, bien dit. Donc voilà, respect éternel à Sonichi Shiba. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et prenez soin de vous. À plus. Et sur ce, nous allons terminer l'épisode sur une bande originale mythique issue d'un film de Sonichi Shiba qui est bien sûr le thème principal de The Street Fighter. Bonne écoute.